La réforme de la constitution algérienne a été approuvée avec 66,8% des suffrages exprimés lors d'un référendum marqué par une abstention record, a annoncé lundi Mohamed Chafi, président de l'autorité de l'élection. En Afrique du Sud, John Stunissen, 44 ans, a été choisi à la tête du principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique. C'était à l'issue d'un congrès virtuel, un an après l'échec des élections générales. Le directeur général de l'OMS a annoncé dimanche soir qu'il s'était placé en quarantaine après avoir été en contact avec une personne testée positive au Covid-19, précisant qu'il n'avait pas de symptômes. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. La réforme de la constitution algérienne a été approuvée avec 66,8% des suffrages exprimés lors d'un référendum marqué par une abstention record. C'est ce qu'a annoncé lundi Mohamed Chafi, président de l'autorité nationale indépendante des élections. Reportage. Le oui l'a emporté au référendum sur la révision constitutionnelle proposée par le pouvoir en Algérie, mais le scrutin a été marqué par une abstention record historique, un désaveu cinglant au président Abdelmadjid Tebboune, hospitalisé à l'étranger, selon des résultats officiels ce lundi. Le non a recueilli 33,20% des voix, a précisé Charfi lors d'une conférence de presse en saluant une étape essentielle pour la construction d'une Algérie nouvelle. Le taux de participation finale s'est établi à 23,7%, un plus bas historique pour un scrutin majeur. Un cinquième seulement des électeurs inscrits a ainsi voté en faveur de la réforme constitutionnelle. Les conditions dans lesquelles s'est tenu ce référendum étaient un défi pour toute activité politique de quelque nature que ce soit, a expliqué le président de l'ANI en allusion aux restrictions liées à la maladie Covid-19. Le fait que le peuple ait pu s'exprimer en toute indépendance a été un autre défi dans la construction de la nouvelle Algérie qui a commencé avec le Irak béni du 22 février 2019, a-t-il poursuivi. Cette révision de la Constitution est censée fonder une nouvelle république et répondre aux aspirations du mouvement de protestation populaire inédit du Irak qui réclame un démantèlement du système politique en place. Les partisans du Irak avaient appelé à boycotter le scrutin. La date du référendum n'avait d'ailleurs pas été choisie par hasard. Le 1er novembre marque l'anniversaire du début de la guerre d'indépendance contre la puissance coloniale française. Grand absent du scrutin, Tebboune, 74 ans, est hospitalisé depuis mercredi en Allemagne pour des examens approfondis après l'annonce de cas suspects de coronavirus dans son entourage. Son état serait stable et non préoccupant selon la présidence qui n'a pas donné de ses nouvelles depuis jeudi. En Afrique du Sud, John Stunissen, 44 ans, a été choisi à la tête du principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique. C'était à l'issue d'un congrès virtuel, un an après l'échec des élections générales de 2019. Le nouveau leader de l'Alliance démocratique DA était le dirigeant par intérim du parti après la démission il y a un an de son premier leader noir, Moussi Maïman. John Stunissen a également été le chef du groupe parlementaire du parti. Il a été élu avec 80% des voix lors d'un vote virtuel face à Mbalin Touli, promettant de se battre pour tous les citoyens honnêtes, respectant la loi et travailleurs, quelle que soit leur origine. Son élection à la tête de la DA implique qu'il sera le candidat de ce parti à la prochaine élection présidentielle prévue en 2024 face à celui du Congrès national africain, l'ANC, au pouvoir. Je n'ai pas été candidat à la direction de ce parti pour le plaisir. Je suis ici aujourd'hui pour mener l'Alliance démocratique vers le nouveau sommet dans notre lutte pour un pays où chaque citoyen a le pouvoir de se construire une vie dans la dignité. Les gens veulent se tenir debout comme des êtres humains indépendants et autonomes. Ils veulent le pouvoir et la liberté de faire les choix qu'ils veulent et d'avoir une vie qu'ils aiment. C'est cela que l'Alliance démocratique proposera sous ma direction. Le pouvoir au peuple, pas à l'État.
Affaiblie par les divisions internes, la DA avait perdu 2 points aux élections générales de 2019 par rapport à celles de 2014 avec 20,7% des voix, loin derrière l'ANC qui a raflé 57,5%. Née en 2020 de la fusion entre 3 partis majoritairement ancrés dans la minorité blanche sud-africaine, l'Alliance démocratique a du mal à se débarrasser de son image de parti des Blancs de la classe moyenne. Une image encore renforcée par le départ il y a 1 an de ses dirigeants noirs, parmi lesquels l'ancien maire de Johannesburg, Herman Massaba, qui avait affirmé que ce parti était raciste. L'Alliance démocratique, qui reste le 2e parti politique en Afrique du Sud, se présente comme un parti non racial et libéral. Au Sénégal, le président Macky Sall a nommé ce dimanche un nouveau gouvernement d'ouverture et d'unité dans lequel entrent des opposants. C'est ce que l'on peut retenir du décret présidentiel. Selon le décret lu par le secrétaire général du gouvernement Abdou Latif Coulibaly, le nouveau gouvernement sans Premier ministre, poste supprimé en avril 2019, compte 33 ministres et 4 secrétaires d'État contre 32 pour la précédente dissoute mercredi dernier. 7 nouveaux ministres et 3 nouveaux secrétaires d'État font leur entrée dans cette équipe. C'est un gouvernement d'ouverture et d'unité, de combat et de résultats, a déclaré à la presse le chef de la communication de la présidence, Seydou Gueye. Parmi les nouveaux venus figure la ministre des Affaires étrangères, Issata Tall Sall, ancienne opposante devenue alliée du président Macky Sall, avec qui il n'a pas de lien de parenté. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, qui était à la tête de l'agence judiciaire de l'État, fait également son entrée dans cette nouvelle équipe. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Mohamedou Makhtar Cissé, qui quitte lui aussi le gouvernement, est remplacé par une femme, Sophie Gladima. Les raisons de ces départs n'ont pas été indiquées par la présidence. Les opposants Oumar Sarr, un dissident du Parti démocratique sénégalais PDS de l'ex-président Abdoulaye Wade, et Yankoba Diatara, autre responsable de l'opposition, membre de la formation de l'ex-premier ministre Idrissa Seck, sont nommés respectivement aux mines et à l'économie numérique. En Tanzanie, le président John Magufuli a reçu de la commission électorale un certificat officiel confirmant sa victoire à la présidentielle. John Magufuli a déclaré n'avoir pas l'intention de se représenter pour un 3e mandat. La commission électorale de la Tanzanie a proclamé ce vendredi le président John Magufuli, surnommé le bulldozer, vainqueur du scrutin de mercredi avec 84,39% des voix, très loin devant son principal adversaire, le candidat du Chadema Tundu Lissu, crédité de 13,03% des suffrages. Les 2,58% restants sont éparpillés entre les 13 autres candidats. L'opposition, qui rejette les élections, a appelé samedi ses partisans à descendre dans la rue pour contester la réélection écrasante du président et la victoire sans partage aux législatives de son parti et obtenir l'organisation d'un nouveau scrutin, jugeant le premier frauduleux. Ces victoires écrasantes s'inscrivent dans la droite ligne du premier mandat de Magufuli, caractérisé par un net recul des libertés fondamentales et une multiplication des attaques contre l'opposition, selon les organisations de défense des droits humains. C'est dans ce contexte que la commission électorale a remis au président un certificat officiel confirmant sa réélection à la présidentielle. Du fond du cœur, je tiens à remercier tous mes compatriotes tanzaniens pour la confiance qu'ils m'ont témoignée, ainsi qu'à mon vice-président en m'élisant pour un 2e mandat qui sera notre dernier mandat, notre 2e et dernier mandat. Permettez-moi de saisir cette occasion pour assurer à tous mes concitoyens tanzaniens que je les servirai tous, quel que soit leur parti politique, leur religion et leur tribu. Je suis le président de tous. Rares sont les médias internationaux à avoir obtenu une accréditation pour couvrir le scrutin en Tanzanie continentale et plusieurs messageries ou réseaux sociaux tels que WhatsApp et Twitter ont été inaccessibles sur l'ensemble du territoire pendant plusieurs jours. L'opposition a également appelé les organisations régionales et internationales et les pays étrangers à ne pas reconnaître les résultats de ces élections et à prendre des sanctions contre le gouvernement de Magufuli.
En Côte d'Ivoire, l'opposition a annoncé qu'elle ne reconnaît pas la présidentielle du 31 octobre dernier. Elle constate la fin du mandat du président Alassane Ouattara. Indigo Côte d'Ivoire note que 23% des bureaux de vote à l'échelle nationale sont restés fermés toute la journée. Un nombre important de villes et de villages à travers le pays ont en effet été le théâtre de confrontations violentes entre populations d'une part et entre population et forces de l'ordre d'autre part. Ce basculement de la violence politique sur le terrain communautaire reste sans conteste l'un des principaux facteurs à considérer tout le long de ce processus électoral. 391 incidents ont été enregistrés et vérifiés le jour du scrutin par Indigo Côte d'Ivoire. 5 incidents de violence à l'encontre des observateurs d'Indigo Côte d'Ivoire ont été enregistrés. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a annoncé dimanche soir qu'il s'était placé en quarantaine après avoir été en contact avec une personne testée positive au Covid-19, précisant qu'il n'avait pas de symptômes. Les précisions à travers cet élément. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé OMS, a annoncé sur son compte Twitter avoir été identifié comme un contact de quelqu'un qui a été testé positif au Covid-19. Le patron de l'OMS a souligné qu'il est extrêmement important de se conformer tous aux directives sanitaires. C'est ainsi que nous briserons les chaînes de transmission du Covid-19, supprimerons le virus et protégerons les systèmes de santé. Tedros a été en première ligne des initiatives de l'Agence de santé des Nations Unies pour lutter contre la pandémie qui a coûté la vie à près de 1,2 million de personnes et infecté plus de 46 millions de personnes dans le monde depuis que le nouveau coronavirus est apparu en Chine fin 2019. L'ancien ministre éthiopien de la Santé et des Affaires étrangères, âgé de 55 ans, a répété pendant des mois que chaque personne avait un rôle à jouer dans l'arrêt de la propagation du virus. Début octobre, il avait vigoureusement défendu le travail réalisé par l'organisation, accusée notamment par le président américain Donald Trump d'incompétence dans sa gestion de la pandémie. Genève, où l'OMS a son siège social, a déclaré dimanche un nouvel état d'urgence et affirmé que la ville irait au-delà des mesures nationales suisses en fermant tous les bars, restaurants et magasins non essentiels. Les autorités de la région, qui comptent environ 500 000 habitants, ont déclaré que les nouvelles mesures étaient nécessaires en raison de la flambée des cas avec plus de 1000 tests quotidiens positifs ces derniers jours et de l'augmentation du nombre de patients atteints de Covid-19 dans les hôpitaux et les unités de soins d'urgence de Genève. Cette édition est à présent terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt.